Merci d'être là. C'est gentil avec tous les changements qu'on a présentement, donc je suis contente de voir des gens. Aujourd'hui, il faut voir la présentation comme étant... oui, c'est ça, je vais présenter en français, les PowerPoints sont en anglais. Si vous avez des questions, je peux le redire en anglais, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment voir la présentation d'aujourd'hui comme un effort de prendre les données probantes et de les rendre accessibles et facilement utilisables pour les intervenants. OK? Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un outil qu'on a développé avec les données probantes et testé auprès d'intervenants et de proches aidants pour justement que ça soit utilisable dans la vraie vie et que ça colle à la réalité des deux groupes. Okay? Donc, le titre que vous voyez, Decision Aid for Caregivers, Choosing a Living Environment for a Relative with Dementia, c'est le titre d'un aide à la décision qu'on a développé pour les proches aidants, mais qui s'utilise avec l'aide des professionnels de la santé. Okay? Donc, le but, c'est vraiment d'aider le partenariat entre les deux. Et le but, c'est de soutenir le proche aidant dans la prise de décision. On le sait que dans la vraie vie, c'est pas toujours eux qui vont prendre la décision finale ou ils peuvent mettre leurs proches où ils veulent. Okay? Ça fonctionne pas comme ça, mais c'est vraiment de les accompagner dans le cheminement, dans le processus décisionnel. Ça fait une dizaine d'années que je fais des études auprès des proches aidants, justement, en lien avec le processus décisionnel. Et on voulait en venir à, justement, aider les intervenants à intervenir dans ce cadre-là. Et quand je parle de processus décisionnel pour le choix d'un milieu de vie, je veux vraiment dire choix d'un milieu de vie. Donc, c'est pas nécessairement long-term care, hébergement sur une longue durée. Choix de milieu de vie. Ça peut être que la personne va chez un autre proche aidant, qui va en résidence privée pour avoir un petit peu plus de services, un peu plus de surveillance. Donc, c'est n'importe quel milieu de vie. C'est vraiment d'avoir une discussion sur le milieu de vie qui sera peut-être intéressant pour le proche aidant. Donc, le but de la présentation, ou les buts de la présentation, c'est de vous apporter l'information à jour sur les données probantes par rapport au processus décisionnel. Nous, ce qu'on a fait pour développer l'instrument, on a fait une revue systématique des écrits en profondeur, là, des écrits qualitatifs, pour voir finalement c'est quoi la situation des proches aidants, qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils prennent une décision par rapport au choix de milieu de vie, puis c'est quoi le rôle des professionnels de la santé dans ce processus décisionnel-là et le rôle qu'ils voudraient que les professionnels de la santé aient par rapport à ce processus décisionnel-là. Et après ça, je vais vous présenter le guide d'aide à la décision qu'on a développé. Je vous explique un peu le processus de développement. Bien sûr, on a 44 minutes, donc ça va être fait quand même résumé rapidement. Et je vais vous montrer la version validée de l'instrument. Je vais passer question par question, il y en a juste 12, pour vous expliquer un peu l'idée en arrière de chacune des questions et à quoi ils servent finalement. D'accord? Pourquoi qu'on a décidé de faire ça, finalement, cet instrument-là? C'est que pour les proches aidants, vraiment, une des décisions les plus difficiles, les plus stressantes, vous avez probablement été témoin de tout ça aussi, c'est vraiment de choisir un milieu de vie pour leurs proches atteints de démence. Et les intervenants n'ont pas beaucoup d'outils, justement, pour accompagner. Donc, ça venait d'un besoin des milieux aussi. J'ai travaillé avec C3S de la Montagne et ici pour développer l'instrument aussi. Donc, c'était un besoin de dire, on ne peut pas toujours placer le proche où l'aidant veut. Est-ce qu'il y a moyen de les soutenir quand même dans tout ce processus-là? S'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose? Donc, on a développé une aide à la décision. Et cette aide à la décision-là, il y a certains qui sont disponibles présentement, mais on le donne au proche aidant et il va se débrouiller seul. Mais ici, c'est vraiment pour avoir une discussion, l'intervenant et le proche aidant, pour que les deux soient au courant, finalement, de la perspective de l'autre et qu'il y ait une compréhension commune. C'est quoi vraiment un processus décisionnel? Okay? Si on s'arrête pour y penser, c'est vraiment un processus cognitif qui va déterminer finalement c'est quoi le meilleur choix. Et on va faire des pour et des contre pour essayer de décider c'est quoi le meilleur endroit, le meilleur milieu de vie pour la personne atteinte de démence. Okay? Donc, l'intervenant va faire ce processus-là, le proche aidant aussi va le faire, mais c'est de mettre ces visions-là un peu en commun. Et ce qui est important vraiment, vraiment de comprendre, c'est que le processus décisionnel, c'est pas juste des connaissances. Okay? Vous pouvez donner plein d'informations au proche aidant, ça va aider jusqu'à un certain point. C'est que le processus décisionnel implique, le contexte, ça aussi, il faut donner de l'information et expliquer les limitations du contexte, les besoins, les préférences, les valeurs de tout le monde impliqué. Okay? C'est surtout ça qu'il faut qu'il soit explicité. Et les émotions aussi qu'il faut gérer à travers ça.
Donc, c'est pas juste une question de donner de l'information. Il y a vraiment un soutien à apporter et un débroussaillage à faire au niveau des valeurs, des préférences, des émotions aussi. Donc, le guide va aussi toucher ces aspects-là, y compris, bien sûr, le côté informationnel. Mais il y a tout ce côté-là, et c'est pourquoi que le soutien des intervenants est vraiment important dans ce processus décisionnel-là. Il y a aussi des particularités à ce processus décisionnel-là. C'est que le proche atteint de démence, sa capacité de faire partie du processus décisionnel, malgré le fait que la Société Alzheimer veut promouvoir beaucoup de l'inclusion du proche atteint de démence, on s'entend qu'il y a des limitations sur le plan cognitif, ça peut être un peu plus compliqué. Des fois, les proches aidants ne veulent pas qu'ils soient impliqués non plus dans le processus décisionnel. Donc, le rôle du proche aidant est souvent amplifié et il ressent beaucoup de responsabilités, un gros poids sur ses épaules par rapport à cette décision-là. L'autre chose dans ce processus décisionnel-là, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui sont impliqués et importants. Les professionnels de la santé, pour avoir accès à différents milieux, il faut passer par un professionnel de la santé, on n'a pas le choix. La famille et les amis s'en mêlent habituellement. Et il y a aussi tout le côté de la société, dans le sens que dans la société, il y a plein d'informations qui se promènent, mais il y a aussi plein de valeurs et de préférences sociétales qui se promènent. Toute la mauvaise publicité par rapport aux soins de longue durée, on l'a tous vu ça, on a vu ça aux nouvelles, etc. Et tous ces aspects-là de qu'est-ce qui est acceptable ou non dans la société va en plus jouer un rôle dans ce processus décisionnel-là. Donc, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de choses, beaucoup à gérer en même temps pour le proche aidant, et tout ça est inclus dans son processus décisionnel. Les études ont démontré que le processus décisionnel va se déclencher. Quand je parle de processus, c'est que la personne commence à penser à un changement de milieu de vie. Donc, ça va être déclenché par une reconnaissance qu'une détérioration au niveau du proche atteint de démence ou du proche aidant, il commence à trouver ça difficile. Okay? Ce qu'on entend moins souvent, mais qui se passe beaucoup, c'est qu'il y a un déclenchement quand c'est un professionnel de la santé qui va en parler, dire « ce serait peut-être le temps, vous êtes fatigué ». Bon. Donc, ça a un très grand impact. Quand le professionnel de la santé commence à en parler, ça peut déclencher le processus décisionnel aussi, alors qu'il n'était peut-être pas déclenché au début. Et un autre acteur qu'on n'entend pas souvent parler, c'est que des fois, c'est les directeurs de résidence qui commencent à dire « ouais, votre mère, elle commence à prendre beaucoup de soins, on ne sait pas combien de temps qu'on va pouvoir s'en occuper ». Donc, eux aussi peuvent déclencher le processus décisionnel si le proche aidant n'y a pas encore pensé. Okay? Donc, il y a plusieurs façons de le déclencher. Okay? À la fois, donc, ça ne vient pas toujours du proche aidant. Et les intervenants ont un très gros poids. Donc, s'ils disent que ça peut être le temps, ça va habituellement le déclencher, le processus décisionnel. Les études longitudinales ont démontré autre chose aussi, c'est que il y a plusieurs façons de faire le processus décisionnel et le processus décisionnel, il va revenir, partir, revenir. Okay? Donc, c'est pas, on prend une décision, c'est fini. Okay? C'est ça qui complexifie les choses et qui demande un suivi à long terme des proches aidants. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire un processus décisionnel, les pour, les contre prennent la décision est prise, on n'en reparle plus, c'est fait. Il y en a plusieurs, par contre, c'est que ça leur tourne dans la tête en continu, ils ne prennent jamais de décision, ils sont toujours en train de peser les pour, les contre et être en magasinage. Okay? Donc, il y a une bonne partie des proches. Et eux ont besoin de soutien dans tout ce processus-là pour justement, des fois, faire aboutir le processus décisionnel et d'en prendre une décision. Okay? Donc, ça veut dire que s'ils continuent comme ça, c'est qu'il lui manque quelque chose à quelque part. Ça peut être l'émotion qu'ils ne sont pas capables de gérer, ça peut être des informations qu'ils ont besoin, ça peut être trop de pression de l'extérieur, bon, peu importe, mais il se passe quelque chose ici. Et il y en a qui vont faire un processus décisionnel, prendre une décision, c'est pris. Là, un petit peu plus tard, ça recommence. Je vois des oui dans la salle. Et donc, ces personnes-là aussi, ils ont besoin d'un suivi en continu. Okay? Donc, l'outil qu'on va vous présenter, il peut être refait plusieurs fois aussi. S'il y a des changements, et des fois, le prochain aidant peut même l'utiliser lui-même plusieurs fois pour dire, tu sais, là, je t'avais dit telle chose à tel numéro, ben là, ça a changé, ça. OK? Donc, c'est un outil aussi que vous allez pouvoir utiliser à travers le temps quand il y a que le processus décisionnel reprend ou s'il n'arrête pas, il est en continu. C'est très difficile pour les prochains aidants quand c'est en continu. Okay? Parce que ça implique beaucoup d'émotions, ça occupe leur pensée, c'est quasiment obsessif jusqu'à un certain point. Là. Ils ne se sentent pas bien là-dedans. Okay? Donc ça, c'est important de comprendre que c'est rarement, je prends une décision, c'est fini, puis on n'en parle plus. Okay? Fait que ça risque de revenir. Fait que de faire le tour peut aider justement à clarifier certaines choses. Les écrits, donc en faisant notre grosse revue systématique des écrits, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui se passe dans la tête des proches aidants pendant le processus décisionnel, c'est deux choses.
Ils vont évaluer leur présent milieu de vie, donc la capacité du présent milieu de vie de répondre aux besoins de tout le monde. Ça, je vais en parler un peu plus en détail après. Et ils évaluent les milieux de vie potentiels. Okay? Souvent, c'est plusieurs, c'est pas juste un. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Puis là, je vous parlais là, que c'était un processus très social. Puis c'est ça que j'espère que vous allez sortir d'ici avec ça en tête, parce que c'est pas juste le proche aidant, il y a tellement de choses qui tient compte dans son processus. Et tout ce qui est acceptabilité du changement de milieu de vie pour tous les acteurs impliqués, ça, c'est le facteur contextuel qui va faire si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien, le processus décisionnel. C'est ça le facteur qui influence le plus. OK? C'est l'acceptabilité par les autres acteurs impliqués. Okay? Ça aussi, je vais en reparler un petit peu après. Donc, quand ils évaluent le présent milieu de vie, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est des choses probablement vous savez, mais c'est confirmé par les écrits. Donc, l'état physique et cognitif du proche atteint de démence, la sécurité pour la personne atteinte de démence, mais aussi l'entourage. Donc, il peut y avoir des comportements perturbateurs, il peut y avoir plein d'autres choses. On peut faire flamber la maison si on laisse le rond ouvert. Leur propre état physique et psychologique, donc les proches aidants, ils se regardent, disent, bon, moi, comment ça va à ce niveau-là? Bien sûr, l'aide formelle, est-ce qu'ils reçoivent suffisamment de services à domicile? Qu'est-ce qui leur manque? Est-ce que c'est possible d'en avoir plus ou pas? Est-ce que ceux qui ont répondent aux besoins? Et aussi l'aide informelle. Donc, est-ce que la famille aide? Est-ce qu'il y a plus de familles qui peuvent aider? Est-ce qu'ils se sentent tout seuls là-dedans? Parce qu'il y a les services formels, mais bien sûr, il y a une compensation aussi par les autres membres de la famille, amis et tout ça. Donc, ils vont tout évaluer ces aspects-là. Puis c'est tous des éléments là-dedans aussi qui vont faire que oui, je le garde à domicile ou non, j'en peux plus et je dois passer à d'autres choses. Et des fois, c'est un élément. Ça peut être la personne est rendue incontinente puis capable. Alors que le reste, ça semble tenir, OK? Mais des fois, ça va être plein d'éléments en même temps. Ça ne va pas avec la sœur vient plus, puis plein de choses qui s'ajoutent, OK? Donc, c'est ça qu'ils regardent. Au niveau des environnements potentiels, ils vont regarder la qualité des soins. Mais la qualité des soins, ça n'inclut pas juste est-ce que les services sont là et la base au niveau de l'établissement. Ils vont regarder aussi le personnel, le côté social. Donc, est-ce que j'ai des beaux sourires? Est-ce que les gens sont polis? Est-ce qu'ils considèrent ma mère que c'est une vraie personne, c'est pas juste un numéro? Donc, le côté social, émotif, tout ça est regardé aussi. Fait que de mettre une liste, oui, il y a tel service, c'est passé. Ils ont besoin d'aller voir, constater, d'avoir des commentaires. Ils ont besoin, c'est ça, d'avoir des commentaires de d'autres personnes qui sont allées. Donc, ce côté très subjectif-là, ils ont besoin de ça aussi. OK? La proximité géographique. Ça, c'est relié au fait que plusieurs vont continuer une certaine partie de leur responsabilité à titre d'aidant. Donc, ils regardent, est-ce que c'est loin? Comment je fais pour me rendre? Est-ce que je vais pouvoir y aller tous les jours comme je veux? Okay? Donc, ce point-là était dans les points les plus importants dans les 23 études qu'on a regardées. Là, donc, c'est des choses importantes. Les coûts. Donc, est-ce que j'ai les moyens qui est là? Est-ce que moi, je vais perdre de l'argent? Etc. Fait que ça aussi, ils en tiennent compte. Mais, vous voyez, la proximité géographique, c'est pas une première chose nécessairement qu'on pense, mais c'est très, très important pour perpétuer le rôle après. Pour tout ce qui va se passer, le post-caregiving, là, pas dû au décès, mais je l'entends, dû au déménagement. Et vous allez voir qu'il y a des questions dans l'aide à la décision par rapport après que la personne est placée, qu'est-ce que vous allez faire au niveau de votre rôle. Je vous parlais de l'acceptabilité tout à l'heure. Okay? Donc, en gros, c'est est-ce que le milieu de vie potentiel est décent, c'est donc une option décente, au niveau personnel et au niveau social. Okay? Donc, tout ce qui est pression sociale, perception des autres, très, très important. Okay? Des fois, on n'y pense pas à quel point que cette perception-là. Puis ça, je dis personnellement et socialement, c'est pas juste la famille, c'est pas juste ça. C'est est-ce que je vais me faire regarder de travers parce que j'ai mis ma mère dans un soin de longue durée, puis celui-là, parce qu'en plus, il a une mauvaise réputation. Même si j'y vais, je trouve ça pas si pire. Si ça a une mauvaise réputation, ça va jouer dans ma décision. Okay? Donc, c'est une décision vraiment ancrée dans les valeurs, les préférences. C'est vraiment un combat entre la tête, okay, puis le cœur. Vous l'avez déjà entendu. Je le sais que c'est le temps, mais je ne suis pas capable. OK? C'est vraiment un combat. C'est le combat aussi par rapport à autonomie versus sécurité. Parce qu'ils veulent que leurs parents aient le plus possible d'autonomie, qu'ils ne soient pas en prison, mais qu'en même temps qu'ils soient en sécurité. Donc, c'est un peu le combat. Et souvent, ils vont les garder à domicile parce qu'ils comprennent qu'il y a plus d'autonomie, mais c'est sûr que la sécurité,
peut-être moins bonne que si on se rend dans un établissement. OK? Fait qu'il y a tout cet équilibre-là entre autonomie et sécurité qui est vraiment, vraiment analysé aussi. Qualité de vie. Là, c'est la qualité de vie pour le proche atteint de démence selon la définition du proche aidant. OK? Ça, c'est intéressant, vous allez voir, on l'a mis aussi dans le guide d'aide à la décision, c'est que cette définition-là de la qualité de vie va aussi évoluer à travers le temps. Okay? Des fois, au début, il dit « je veux une place où elle va avoir beaucoup de contacts sociaux ». Et là, à un moment donné, avec l'évolution de la maladie, ils vont dire « ben là, elle aime mieux être tout seule, sinon elle n'est pas capable de suivre les conversations. Est-ce que je peux avoir un endroit, avoir sa chambre à elle tout seule, puis qu'elle va pouvoir être tranquille, parce qu'elle ne sera pas trop avec les autres. » Okay? Donc, il y a une évolution. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que le proche soit bien? Quand j'entends bien, c'est, parlez pas des besoins de base, ça c'est déjà sous-entendu. C'est tous les extras. OK? De dire, ben, elle aime ça écouter la musique, il faut qu'elle soit capable d'aller dehors. Tous ces extras-là pour que la personne ne soit pas juste, elle vit, c'est qu'elle ait une qualité de vie. OK? Donc, ça aussi, le proche aidant tient compte dans sa prise de décision. Donc, vous voyez que il y a tout ça qui provient de plein de monde autour. Et ils ont tout ça dans leur tête. C'est ça qu'il faut débroussailler et voir qu'est-ce que les autres pensent et qu'est-ce qu'eux, ils pensent jusqu'à un certain point. Donc, quand je parlais d'acceptabilité, c'est vraiment l'acceptabilité. Eux, ils trouvent ça, à quel point ils trouvent ça acceptable. Le proche atteint de démence. Et au niveau du proche atteint de démence, ce qui est intéressant, c'est qu'ils tiennent compte de ce que la personne a dit il y a plusieurs années. Mais moi, pas là, dans un soin de longue durée, je te le promettrai jamais, mais ils l'ont dit il y a 10 ans avant d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et même des vieux commentaires comme ça vont être tenus compte à ce niveau-là. Des fois, c'est du plus récent aussi. Famille et amis, c'est sûr. Puis, comme je disais tout à l'heure, ce que les professionnels de la santé vont dire est vraiment, vraiment important. Il y a un gros poids. Pourquoi c'est important de planifier à l'avance? C'est un peu ça que l'aide à la décision aide à faire. C'est quand la personne commence à y penser au début du processus décisionnel. Vous pouvez l'utiliser plus tard, mais au début, dire, ben, j'ai un outil qui peut t'aider peut-être à faire le tour de la question, t'aider à réfléchir tranquillement. Pourquoi c'est important? C'est justement pour faire le bon choix pour tout le monde, puis qu'il y a des listes d'attente. Donc, on ne peut plus dire, ah ben, ça serait mon idée, puis 2 jours après, on s'en va, puis la personne est placée, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, de bien réfléchir avant. Et aussi, si jamais il y a un changement, on comprend le changement, on sait c'est quelle case qui change. Donc, c'est facile de faire un changement de choix quand on comprend notre premier choix initial. Réduire les chances de plusieurs localisations, parce que ça arrive qu'on va à un endroit, après ça, leur change d'endroit. Ils disent oui, une place, ils ont peur de faire leur place, mais c'est loin, fait que c'est trop loin y aller, donc on est obligé de rechanger. Donc, ça, ces choses-là. Puis, c'est vraiment pour avoir le temps de gérer les émotions aussi. C'est pas juste de les gérer, mais de les comprendre pour après ça être en mesure de les gérer. Puis, si les émotions ne sont pas gérées pendant la prise de décision, ça va être les familles grognonnes après quand ils arrivent en soins de longue durée puis qui sont plus difficiles à gérer. OK? Parce que les émotions sont là, la méfiance envers les intervenants reste, tout ça. Vous n'aurez plus de problème, mais ça, en soins de longue durée, oui. OK? Donc, c'est important de faire ça, de commencer en avance et de faire le débroussaillage. Puis c'est pour ça qu'on a développé le guide. Comment que les professionnels de la santé peuvent aider? Ça vient des proches aidants, ce que je vous mets là. Okay? C'est quoi les attentes des proches aidants par rapport aux intervenants? Parce que là, dans les écrits, il y a plein de plaintes. Il y en a qui disent oui, ça s'est bien passé, mais il y en a plein qui disent on n'a pas de soutien dans la prise de décision. Puis là, je vous répète que le soutien, c'est pas juste donner l'information. Hein. C'est tout ce que je viens de vous expliquer par rapport à gérer les valeurs, aider à comprendre ce qui se passe, c'est plein de choses. Donc, ce qui s'attend, c'est que vous les aidez à évaluer le besoin d'un changement de milieu de vie. Si on parle de timing, est-ce que c'est le temps? C'est le temps, là. Okay? Ça, c'est la question. Puis, donc, ça, c'est dans l'évaluation du présent milieu de vie. Ils ont besoin d'aide pour évaluer tous les éléments que je vous ai présentés dans le présent milieu de vie. Ça, on va revenir là tout à l'heure, mais c'est ça qu'ils veulent. OK, est-ce que mon proche est si malade que ça ou c'est moi qui hallucine? Est-ce que je suis vraiment si fatiguée que ça? Moi, j'ai-tu des problèmes de santé? Toutes ces choses-là, j'ai-tu tous les services que je peux avoir ou j'ai le droit d'en avoir plus, là? Okay? Est-ce qu'il y a des moyens pour que ma soeur m'aide plus? Y a-t-il une manière de la convaincre ou je ne sais pas, de redistribuer les tâches? Donc, est-ce que c'est le temps de changer de place ou il y a d'autres choses à faire? Okay? Donc, ça, vous êtes nécessaire pour cette partie-là. Puis, c'est pas juste par rapport au service, c'est vraiment, comme je dis, par rapport à la réflexion. Bien sûr, d'avoir de l'aide par rapport au système de santé. Moi, je suis dedans et je suis perdue encore. Donc, j'ose pas imaginer le monde qui ne sont pas dedans. Ça change constamment encore. Donc, ils ont besoin de votre aide pour naviguer dans le système de santé. De plus, comme je disais tantôt, pour avoir accès à certains services,
faut passer par un professionnel de la santé. Donc, ça, c'est une des attentes. Une autre attente, c'est que vous aidez au niveau de la dynamique familiale. OK? De faire des rencontres avec les familles, de convaincre la personne âgée de peut-être aller à un autre endroit. Puis ça peut prendre du temps, ce processus-là aussi. Donc, c'est aidant de commencer un peu avant pour voir sont où les problèmes avant qu'une crise arrive, si possible. OK? Donc, on est un peu dans la prévention, mais des fois, comme je dis, l'outil peut être utilisé aussi s'il arrive quelque chose, il faut prendre une décision rapidement, parce que l'outil s'utilise dans 1 heure. Une rencontre d'1 heure, puis on fait le tour. OK? Fait que ça peut vraiment aider par la suite. Donc, vous voyez, c'est ça les attentes des proches aidants face à vous, les intervenants, pour avoir de l'aide. Okay? Comme j'ai dit, il faut toujours penser pas juste information, mais soutien psychologique, familial. Donc, c'est très psychosocial, mais vraiment beaucoup. Là, okay? Parce que les informations, ils vont aller les chercher souvent, mais là, c'est l'autre niveau qu'il faut aider, à démêler surtout. C'est ça, quand il y a un bon soutien de la part des intervenants, ça l'aide à augmenter les connaissances, ils se sentent plus en confiance par rapport à leur choix. Puis, surtout quand, justement, les intervenants et les proches aidants évaluent la situation de la même façon, ça se passe mieux. D'où l'importance de communiquer. Si on a la même vision, ça va aller mieux par la suite, mais il faut communiquer pour avoir cette vision-là. Donc, l'outil a été développé dans une perspective d'une approche par partenariat. OK? L'approche par partenariat, les bases globales, c'est que l'idée, c'est de, justement, partager les opinions. OK? Que on entend le proche aidant, mais on partage aussi notre opinion, mais c'est vraiment de prendre le temps d'avoir le dialogue, d'identifier et de reconnaître les besoins, concrètement, officiellement. Empowerment, c'est donc pas tout faire pour le proche aidant, lui donner les outils pour faire des parties, pour faire des démarches aussi. Parce qu'en les laissant faire certaines démarches, certaines recherches, ils réalisent par eux-mêmes que ça n'a pas d'allure, ils réalisent par eux-mêmes que oui, c'est une bonne option. Donc, l'engagement envers la décision va être plus grand que si, OK, je vais regarder les options, tiens, ça, c'est la meilleure. OK? Donc, eux, en faisant le processus aussi, vous comprenez que s'ils font des parties, ça va leur permettre de tester les émotions, gérer les émotions. Donc, il y a tout ce côté-là qui embarque aussi. Et donc, c'est des interventions cliniques, mais surtout sociales. Comme je disais tout à l'heure, la dynamique familiale, c'est une grosse intervention au niveau social, et etc. Donc, il faut penser comme ça pour que ça se passe bien, c'est dans une approche par partenariat. C'est comme je vous disais au départ, c'est pas que le guide ne s'utilise pas tout seul par le proche aidant, c'est vraiment ensemble qu'on va le faire. Donc, c'est quoi une aide à la décision? Finalement, c'est vraiment un outil clinique pour structurer la prise de décision en collaboration avec le professionnel de la santé. Et c'est très, très utile justement quand c'est des décisions qui sont très basées sur les valeurs et les préférences. Okay? C'est pas oui, non, c'est pas bon, c'est qu'il y a du subjectif. À ce moment-là, le dialogue est encore plus nécessaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le titre en anglais, ça fait Declared, c'est cute. En français, ça fait GAD, MCVD. Ça marche pas. Vous l'appelez le GAD en français, puis Declared en anglais. Parce que je publie plus en anglais, ça va vouloir faire quelque chose de cute, mais en français, finalement, ça a donné quelque chose de moins beau. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée de cet instrument-là, on l'a développé en faisant une revue systématique des écrits pour explorer c'est quoi les principales préoccupations des proches aidants pendant le processus décisionnel, puis c'est quoi les facteurs contextuels qui ont le plus gros impact sur le processus décisionnel. Puis je vous l'ai expliqué tantôt, c'était l'acceptabilité pour les acteurs. Puis les deux étapes, je vous disais, c'est vraiment l'évaluation du présent milieu de vie puis l'évaluation des milieux de vie potentiels. On a fait une validation de contenu donc auprès de professionnels de la santé. Ils ont vu l'instrument, ils nous ont dit quoi changer, comment l'utiliser. Proches aidants, même chose. Ce qui a amené des modifications. Puis je vais vous dire quelles questions que les proches aidants nous ont demandé d'ajouter. C'est vraiment intéressant ce qu'ils ont amené comme point. Donc le but, c'est de voir est-ce que visuellement il est beau, est-ce qu'on comprend bien ce qui est écrit, toutes ces choses-là aussi pour que ça soit facilement utilisable. On a fait une étape de mise à l'essai concrète. Donc, il y a vraiment des proches aidants qui l'ont utilisé avec un intervenant. On a enregistré, on a interviewé les deux séparément. Donc, puis finalement, il n'y a pas vraiment de modification à faire à l'outil. Elle a très, très bien fonctionné. Et je vais vous rassurer tout de suite, ça prend vraiment 1 heure le faire. Donc, on l'a testé. Puis c'est ça, c'est toujours le doute. Hein, on espère que ça va. Mais ça prend vraiment 1 heure. Ça s'utilise vraiment une session d'1 heure. La seule chose à faire, c'est qu'il faut le donner au proche aidant à l'avance pour qu'il ait le temps de le lire s'il veut pour se préparer. Mais ça prend 1 heure pendant la rencontre par la suite. Donc, comment il est structuré? C'est 12 questions ouvertes. Okay, vous l'avez en avant de vous en version francophone, anglophone. Pourquoi c'est des questions ouvertes? C'est parce qu'il y a tellement de choix dans chacune des questions que faire un checklist, ça aurait été plus long que de faire des questions ouvertes.
Et aussi, on est dans une approche par partenariat. On veut que le proche aidant ait la liberté d'exprimer son opinion, sa situation dans ses mots et de ne pas lui mettre des idées dans la tête non plus en faisant un checklist. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous et de leur laisser l'espace pour discuter. Okay? Le but, c'est vraiment ça, de les écouter, qu'ils se sentent écoutés, ce qui était souvent une plainte des proches aidants dans la plupart des études. Juste le fait de se sentir écouté, de faire le tour. Puis ce que je peux vous dire d'intéressant, c'est que les intervenants qui l'ont testé, qui ont fait la mise à l'essai, ils ont dit « J'ai appris plein de choses sur la personne alors que ça faisait 1 an et demi que je la suivais. » Donc, le fait de vraiment laisser la place au proche aidant en utilisant l'outil, on apprend des aspects, puis ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'on a trouvé des options qu'on n'avait pas pensées au départ parce qu'on a pris le temps vraiment de faire la rencontre. Donc, vous en parlez souvent de placement, mais un petit peu partout à travers les rencontres, mais là, en se concentrant en une fois, ça permet vraiment de faire le tour. C'est ça le but du guide d'aide à la décision, c'est qu'il est vraiment structuré pour faire le tour de la question. Okay? Donc, après ça, on peut passer à l'action ou autre, ou voir les besoins, puis faire un plan d'action, mais c'est vraiment l'idée de prendre le temps de le faire comme ça. Donc, 12 questions divisées en 4 sections, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, le mieux, c'est vraiment de l'utiliser avec les proches aidants qui ont, comme je dis, qui ont commencé un processus décisionnel, qui commencent à y penser. OK? De ne pas le forcer les gens qui ne sont pas prêts. Ce qui est arrivé dans la mise à l'essai, c'est que les gens, ça c'est intéressant, c'est que les gens, il y en a qui commencent à y penser, mais on leur donnait le guide d'aide à la décision, puis ils disaient « Oh non, je ne suis pas capable ». Donc, il y avait tellement d'émotions que même juste là, en parler, c'était trop intense. Ou ceux que ça va bien, qu'ils n'ont pas de problème vraiment, qui ont pris leur décision, c'est pas nécessairement nécessaire. C'est ceux qui commencent à y penser, puis que ça leur trotte dans la tête, là, ça peut être utile. Ça prend vraiment 1 heure, comme je vous ai dit, puis ça va permettre d'identifier les besoins du proche. Et aussi, ça permet vraiment d'aller vers l'intervention. On a fait une section qui va vers l'intervention pour cibler des gestes précis à faire, mais les cibler, c'est le proche aidant qui va vous dire ce qui est le plus important dans le processus décisionnel, puis il va vous aider à cibler sur quoi il veut travailler. Okay? Donc, c'est pas à vous de voir dans tout ce qui se passe quoi travailler, mais c'est eux qui vont vous le dire. Donc, là je vous montre les différentes questions à la fois. Il reste combien de temps juste pour être dans le temps? Ça va? Oui, ok. Donc, la première section, c'est, je vous parlais tantôt de l'évaluation de la présente situation, okay, du présent milieu de vie. Donc, les questions sont par rapport à ça. Donc, il y a 3 questions. La première, le but, c'est d'identifier les aspects positifs qui fait que la personne garde le proche à la maison. C'est super important de voir c'est quoi les raisons qui font qu'il reste dans cette situation-là. Donc, je vais vous les lire en français pour ceux qui sont dans la salle. La première question, c'est parlez-moi des aspects de votre situation qui font que le maintien à domicile de votre proche est encore pour vous une option intéressante. Il y en a des fois qui vont vous répondre il n'y a plus rien d'intéressant, là, je suis plus capable. C'est que là, on sait vers quoi qu'on s'en va. Mais c'est d'aller voir c'est quoi qui fait. Je vous ai mis des exemples. Bon, il est encore capable, il est encore autonome ici. J'aime mieux qu'il garde son autonomie, donc je le garde à la maison. Je sais qu'ils vont me faire une crise, fait que je ne veux même pas essayer de le déménager ou d'y en parler. Okay? Et il y en a qui disent c'est comme aller en prison, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté ici, il fait ce qu'il veut quand il veut, il peut se coucher à l'heure qu'il veut, il mange quand il veut. Bon, j'aime mieux garder ça comme ça. C'est des exemples parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner par rapport à ça. Donc, on commence par le positif. Les proches aidants qui ont, au niveau du guide, ils ont beaucoup apprécié ça. Donc, on part avec pourquoi vous voulez garder à la maison, qu'est-ce qui fait que vous aimez ça de l'avoir à la maison. Des fois aussi, c'est j'aime ça avoir sa présence, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est mariés, bon, etc. La deuxième question, c'est d'identifier les aspects négatifs. Okay? Donc, je le garde à la maison, qu'est-ce qui ne va pas bien. Parlez-moi des aspects de votre situation qui font que vous songez à un changement de milieu de vie pour votre proche. Donc, ça, vous avez déjà entendu plein de raisons de pourquoi ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas des services appropriés, c'est plus sécuritaire qu'il reste à la maison. J'ai plus de sortie, j'ai plus de vie, j'ai besoin de faire autre chose, je suis plus capable. Donc, tout ça entre là-dedans et il y a plein d'autres raisons aussi. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est... et ça, c'est les proches aidants qui ont demandé de mettre encore plus l'emphase, les intervenants. On dit, là, on veut une question pour que le proche aidant nous parle de lui. OK? Lui ou elle. Qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, ils sont tellement dans l'action qu'ils ne se regardent pas. OK? Donc, ils ne se rendent pas compte au point qu'ils sont rendus. Donc, la question, c'est... Parlez-moi de votre capacité à prendre soin de votre proche actuellement. OK? Donc, il y en a qui vont dire, moi ça va bien, je suis encore capable pour un certain temps, mais je commence à trouver ça difficile. Il y en a d'autres, je dors plus, ça commence à être vraiment difficile. Il y en a d'autres, là, plus capable. Il y en a d'autres qui disent, je suis rendu que je me fâche contre ma mère, puis que je perds les pédales, là, je suis plus capable. Là, OK? Donc, parce que des fois, on va jusqu'au risque d'abus, puis ça, vous le savez par rapport à ça. Donc,
mettre l'emphase sur le proche, lui, comment qui est. Vous allez voir aussi que le guide, la façon qu'il est structuré, c'est qu'on aborde les sujets et les motifs dans le milieu du guide pour après ça revenir vers le cognitif un peu plus loin pour justement amener le sujet doucement, mais il faut y aller dans les émotions. Okay? Puis les gens qui, quand ils le reçoivent à l'avance, parce qu'on l'avait donné à l'avance, il y en a qui me disaient qu'ils lisent une question, une journée, ils réfléchissent, ils gèrent les émotions. Le lendemain, ils vont lire la deuxième question. Donc, ils font ce travail-là un petit peu aussi avant. Puis s'ils trouvent que c'est trop difficile, ils attendent de voir l'intervenant avant d'aller plus loin. Okay? Fait que ça permet aussi de tester. Dans la deuxième partie, donc, évaluer les environnements potentiels. Première étape, c'est ça, on va identifier c'est quoi les besoins les plus importants du proche à combler selon le proche aidant. Mais comme je disais, c'est pas les besoins souvent de base là, qui va sortir. Ça va être vraiment tout ce qui est les éléments par rapport à la qualité de vie. Donc, selon vous, quels sont les éléments essentiels pour assurer la qualité de vie de votre proche? Là, on sort les préférences, les valeurs, c'est quoi qui est important en plus des besoins de base. Okay? Parce que c'est là que la négociation, des fois, de dire « Oh, ça, ce ne sera pas possible pour telle raison. » OK, bien ça, on va essayer de le trouver dans l'autre endroit. Bon. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important pour qu'ils sentent que leur proche a une bonne qualité de vie? Okay? De les faire sortir, les nommer. Il y en a, comme je disais tantôt, avoir des contacts sociaux, c'est important, d'être capable d'aller à l'extérieur, que ce soit calme, qu'il n'y ait pas de bruit. Ça va souvent, à cette étape-là, ils vont parler de leurs proches. Donc, de dire, mon père, là, il aimait beaucoup la lecture. Donc, si quelqu'un peut lire des histoires, donc des choses comme ça. Donc, ils vont revenir parler de leurs proches, de ce qu'ils connaissent de leurs proches dans cette question-là. La deuxième question, c'est qu'on va identifier finalement, c'est quel autre environnement qu'ils ont déjà considéré, puis c'est quoi leurs besoins informationnels. À cette question-là, comment envisagez-vous là ou les autres milieux de vie possibles pour votre proche? C'est de savoir, est-ce qu'ils ont visité d'autres endroits? C'est quoi qu'ils ont en tête quand ils parlent d'autres milieux de vie, là? OK? C'est quoi leur perception positive et négative des autres milieux de vie? Et là, votre rôle est super important parce que c'est là qu'on va souvent voir les besoins en information par rapport aux différents types de milieux de vie, par rapport à qu'est-ce qui est vrai puis pas vrai dans ce qu'ils connaissent. Donc, de réajuster le tir ici à ce niveau-là. Ils vont aussi vous exprimer des préférences. Bon, longue durée, c'est vraiment le dernier choix. J'ai vérifié autour de moi, il n'y a pas personne d'autre qui veut le prendre, donc il n'y a pas d'autres proches aidants qui veulent le prendre. Ou bien, j'ai déjà visité 2 résidences. Il y en a une qui était quand même bien. Là, c'est peut-être d'aller voir est-ce que c'est vraiment adéquat pour les besoins de la personne. Okay? Fait que ici, là, votre rôle, c'est souvent dans les aides à la décision, on donne une section avec les choix potentiels. Mais dans le cas d'un choix de milieu de vie, c'est tellement disparate d'une région à l'autre que dans l'aide à l'édition, on n'a mis aucune information en supposant que c'est les personnes, les intervenants qui vont donner l'information adéquate selon la région, selon les situations, etc. Donc, contrairement aux autres aides à l'édition, on n'a pas une section comme ça dedans. C'est vraiment concentré intervenant, rôle, là. Okay. Aussi, ce qu'on va aller voir, les post-caregiving issues, donc les aspects qui peuvent survenir après le déménagement par rapport à tout ce qui est modification du rôle. Donc ça, c'est les proches aidants qui m'ont demandé de le rajouter. Donc les proches aidants qu'on avait présenté l'outil, c'est des gens qui avaient déjà placé leurs proches dans la dernière année. Donc ils disaient, comment imaginez-vous votre rôle d'aidant dans la situation où votre proche serait dans un autre milieu de vie? Donc, eux, ils disaient que c'est important que les proches aidants commencent à réfléchir à comment ils vont agir ou qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que le proche va être dans l'autre milieu, parce que nous, on n'y a pas pensé. Je l'ai vu dans des études aussi. Et c'est ça, c'est une désorganisation. Et des fois, il y a des détails qui auraient pris la décision du milieu de vie différemment s'ils auraient pensé à ça auparavant, dont la situation géographique aussi. Donc, c'est vraiment d'aller voir, c'est quoi votre rôle après? C'est quoi les responsabilités que vous êtes prêts à reléguer, mais celles que vous voulez garder? Ça va jouer beaucoup sur le choix du milieu de vie à ce moment-là. Okay? Donc, la plupart vont répondre « j'ai pas pensé encore ». Donc, ils disent « je veux visiter tant de fois par semaine ». Il y en a d'autres, je veux dire « moi, je veux juste y aller pour dire un petit coucou la fin de semaine, puis les rendez-vous médicaux ». Okay? Donc, en fonction de quelles tâches qu'ils font présentement, quelles tâches qu'ils veulent reléguer aux autres, il y a vraiment c'est cet équilibre-là là, aussi qu'il faut atteindre. Des fois qu'on ne pense pas. Ça, je trouvais que c'était une très bonne suggestion de la part des proches aidants. Donc, en anglais, excusez, j'ai oublié de vous la faire apparaître. Donc, how would you imagine your role as a caregiver if your relative moved to another living environment? Okay. Et dans cette section-là, la dernière question, là, on veut identifier les émotions reliées à un changement de milieu de vie. Là, c'est beaucoup plus difficile. Lorsque vous pensez à un changement de milieu de vie pour votre proche, comment vous sentez-vous? OK?
Puis là, on vient de parler de plein de choses. Donc, l'émotion, habituellement, est présente, parce qu'on vient d'en parler. Okay? Donc, là, ils sont habituellement plus capables de la nommer, rendu là. Okay? Donc, si je me sens coupable, j'ai l'impression de l'abandonner, je vais me sentir tout seul s'il n'est pas là, ou ah non, c'est vrai que ça serait un gros soulagement parce que là, je suis plus capable. Ça, on va l'entendre aussi. Donc, là, c'est de nommer l'émotion, parce que c'est pas juste, comme je dis, pour la gérer, il faut premièrement l'identifier. OK? Fait que c'est vraiment important, cette question-là. Les intervenants me disaient qu'ils savent qu'il faut la poser, mais ils n'osent pas la poser parce que c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais déjà, de voir l'émotion, à quel point la personne aussi est déstabilisée, on peut amener de l'aide plus facilement à ce niveau-là. Là, on tombe dans la section acceptabilité. Okay? Ce qu'on a fait, on voulait, la première étape, c'est évaluer le niveau de à quel point la personne est prête. Okay? Le readiness. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je peux comprendre mentalement que c'est la bonne chose à faire, mais mon dedans me dit que je ne suis pas prête partout. OK? Fait que c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce que la personne cognitivement comprend. On en a parlé beaucoup avant. Puis là, de voir, ouais, mais au niveau de l'émotion, là, elle est rendue où? Dans oui, je suis prête à le faire ou je ne suis pas prête à le faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est une échelle de 0 à 10. Donc, je vais vous laisser lire la question. Mais le but, c'est que la personne donne un chiffre. Puis ça, c'est intéressant parce que je vous parlais de suivi tout à l'heure, on peut réutiliser l'instrument. Des fois, les prochains aidants, ils disent « Ah, je suis rendu à un 7, là. OK, là, je suis retournée à un 5. » OK? Fait que ça leur donne aussi eux-mêmes une échelle pour se dire « Je suis où, là, aujourd'hui? Là, je suis rendu où? » Puis on va dire « OK, je suis rendu au 10, là. Je suis prête, là. » OK? Puis, des fois, ils vont dire « Je suis à 7 parce qu'il y a des choses que c'est pas clair encore. » Fait que là, l'information... Ou je suis presque prête, mais j'ai besoin d'un petit peu de temps encore. Donc, ça, souvent, c'est plus les émotions à ce moment-là qui restent à gérer. Ou des fois, c'est la famille à accepter aussi. Ensuite, l'autre, par rapport à l'acceptabilité, là, on va aller voir le niveau d'acceptabilité des autres acteurs. Qu'est-ce que les autres ont dit jusqu'à maintenant? Puis, on passe un par un. Okay? Par rapport à votre proche atteint de démence. Okay? Lui, comment il trouve ça, là? Changer de milieu de vie, en avez-vous parlé? Et tout ça. Donc, on passe vraiment chacun. Les autres professionnels de la santé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Des fois, ça peut être un aide à domicile qui a dit « Ah, là, ça n'a plus d'allure, il faut le placer. » Puis, donc, d'aller voir aussi qu'est-ce que les autres professionnels ont dit. Puis, s'il y a des messages contradictoires, il faut travailler avec ça. Et c'est là aussi que vous allez voir les dynamiques familiales à peut-être travailler par la suite. Okay? Donc, « How do people around you react to the possibility of moving your relative to a new living environment? » Donc, comment réagit votre proche atteint de problèmes de mémoire et les gens de votre entourage? Là, la section 4, ça pourrait aider les intervenants à intervenir. Okay? Donc, on ne voulait pas juste faire le tour, mais d'amener tranquillement le proche aidant à identifier sur quoi il veut travailler pour la suite. Okay? Donc, ici, c'est quoi finalement sa préoccupation principale dans le processus décisionnel? Okay? Donc, en anglais et en français, c'est « Parlez-moi des aspects de votre situation qui rendent votre prise de décision plus difficile. » C'est quoi là qui est plus difficile? Que votre soeur ne soit pas d'accord? C'est vos émotions que vous avez de la difficulté à gérer ou vous manque de l'information? C'est quoi exactement qui rend ça plus difficile? Là, on vient de faire le tour. Habituellement, rendu là, le prochain aidant est capable d'identifier clairement et ça donne déjà une piste sur quoi travailler pour la suite. Après ça, c'est même d'aller clairement chercher les besoins informationnels. Donc, est-ce qu'il vous manque certaines informations? Y a-t-il des informations qui vous manquent présentement pour faciliter votre processus décisionnel? Donc là, vous allez être en mesure de voir, on fait une petite liste de c'est quoi les informations qui manquent, qu'il faut aller chercher, puis qui va aller le chercher, puis où. Okay? Puis après, c'est là, il y a des intervenants qui m'ont dit qu'ils m'ont volé ma dernière question pour toute leur rencontre. Donc, à la suite de notre discussion, quel serait votre besoin le plus pressant sur lequel nous pourrions travailler ensemble pour faciliter votre prise de décision? Okay? Donc, le proche aidant vous nomme. On dit, là, je pense qu'il faudrait, tu sais, ma soeur, là, ça, je trouve vraiment difficile. Puis là, on dit, OK, bon, là, on gère la dynamique familiale. OK? Ah, là, il faudrait que j'aille visiter des résidences. Correct. OK, lesquelles, est-ce qu'on va faire, je vais en proposer quelques-unes, allez-y. Puis là, c'est clair, c'est qu'on finit la rencontre avec un devoir pour quelqu'un, l'intervenant ou le proche aidant, mais il y a une étape. OK? Donc, le proche aidant, il a du pouvoir, il a l'impression de faire quelque chose pour prendre la décision, pour les continuer, puis peut-être en venir à prendre une décision. Okay? Fait que c'est ça. Donc, le but, c'était vraiment, tout le monde en parle, on clarifie plein de choses, puis après ça, on fait un plan d'action ensemble par la suite. Lors des études qu'on a faites par rapport à l'outil, les personnes trouvaient que ça l'aidait justement à ouvrir le dialogue, okay? De parler de plein de choses de façon structurée, puis pas oublier, là. Il y a plein de choses que les prochains aidants ne penseront pas par eux-mêmes non plus à penser, comme je disais, ça va être quoi mon rôle après. Et que c'est important qu'ils réfléchissent justement par rapport à ça. Puis c'est ça, fait que ça aide vraiment aux intervenants de faire le tour puis de
pas oublier différents aspects et de le faire dans un ordre aussi préétabli qui a, comme je vous dis, les émotions. Après ça, on va reparler d'autres choses qui suivent et qui est quand même structuré. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être moins pertinent pour les personnes qui ont un processus décisionnel facile. Vous pouvez leur donner l'outil, vous verrez s'ils veulent faire une rencontre quand même. Nous, ce qu'on a vu, c'est que ceux qui ont déjà fait le processus avant, ils savent déjà où ils s'en vont, ça va bien. Ceux qui n'ont pas vraiment besoin de soutien, les émotions, ça va, ça peut être moins utile. Il y en a qui ils disent, moi, j'ai le place en soins de longue durée où c'est la seule option, puis ils ont déjà pris leur décision. Puis il y en a qui ont plein de contacts dans le système de santé des fois parce qu'ils ont un beau-frère, belle-sœur. Bon, eux autres, souvent, ils ont peu moins besoin d'aide, mais c'est de le proposer quand même à ces personnes-là. J'ai un outil. Ce qui est important, c'est de vraiment donner une copie. Ça, j'ai ici la copie du proche aidant, parce que celui-là, il y a des espaces pour écrire, alors que les intervenants m'ont demandé que toutes les questions soient sur une feuille pour faciliter l'utilisation. Donc, de le donner 1 ou 2 semaines à l'avance aux proches avant la rencontre. Okay? Pour que le temps, comme je vous dis, de tester, voir est-ce qu'ils sont capables d'en parler, puis ils prennent le temps de se préparer, et ça leur enlève beaucoup d'anxiété parce qu'ils comprennent, OK, c'est de ça qu'on va parler, puis ils voient déjà les questions à l'avance avant la rencontre. Puis je vous l'ai dit, ça se fait en 1 heure parce qu'ils l'ont à l'avance, puis s'il y en a qui ne le lisent pas, puis ça se fait en 1 heure quand même, c'est parce que pour eux, il est quand même assez clair jusqu'à maintenant. D'avoir une introduction personnalisée. Donc, je vous donne cet outil-là parce que la dernière fois, vous m'avez parlé, vous avez commencé à y penser. Le but, c'est pas de le placer, là. Le but, c'est de regarder avec vous, de débroussailler vos préférences, vos valeurs par rapport à ça pour qu'on puisse essayer de trouver le meilleur choix. Okay? Donc, de faire quelque chose, de personnaliser, de parler de ce que vous connaissez déjà du cas. Donc, ça, j'ai une petite présentation de base dedans, mais c'est vraiment à vous de l'amener à la personne pour que ça se passe bien par la suite. Et c'est mieux de l'utiliser dans une relation qui est déjà établie si possible, puis qu'il y a déjà une ouverture, une confiance aussi, parce que parler de changement de milieu de vie, des fois, ça peut être un petit peu, les proches aidants doivent se sentir à l'aise et soutenus, mais déjà, comme je dis, juste de présenter l'outil, souvent, ça leur donne une bonne idée, puis ça enlève les réticences à en parler, puis on a eu des très bons commentaires des proches aidants. Une, elle a dit, elle a dit, j'aurais dû avoir ça il y a 1 mois, j'aurais tourné en rond dans ma tête beaucoup moins. Donc, rencontre d'1 heure à prévoir, on le donne. On prévoit une rencontre d'1 heure, on rencontre, on fait le tour du questionnaire, c'est tout. On essaie que ce soit très facile d'utilisation. Fait que le but, c'est vraiment de faire le tour des préoccupations de la personne, que ça soit fait en partenariat, qu'ils se sentent écoutés. Juste d'écouter, là, c'est très important. Et vous, ça va vous donner plein d'informations qui vont vous aider aussi par la suite pour que ça se passe bien. Et comme là, je suis en train d'analyser les résultats de la phase de mise à l'essai. Le but serait vraiment, si possible, d'aller vérifier les effets concrets, donc que certaines personnes l'utilisent, d'autres ne l'utilisent pas, puis qu'on voit si ça fait une différence sur le processus décisionnel par la suite. Comme ça. Merci beaucoup de votre attention.